is run by a bunch of investment bankers, and their modus operandi. Bonjour à tous. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir 3 gérants d'expérience sur les small et mid-cap européennes. Nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle de Gavotti qui travaille chez AXA et qui gère le fonds AXA Europe Small Cap. James Ogilvy, juste à ma droite, qui travaille chez Lazare Frères Gestion et qui gère le fonds Objectif Small Cap Euro. Et enfin, Monsieur Rondec qui travaille chez HSBC et qui gère le fonds HSBC Middle Cap Euro. Alors la première question que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est la question des valorisations. Alors les small et mid cap ont largement surperformé le marché depuis 2 ans. On peut légitimement se poser la question du niveau des valorisations aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement chacun quel rôle jouent les valorisations dans votre processus de sélection de titres, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de la survalorisation du marché ou pas? Madame de Gavotti, si vous voulez bien commencer. Oui, bonjour. Donc au niveau de la surperformance des small caps, je commencerai peut-être par ça. La surperformance, elle n'est pas uniquement sur 2 ans, elle est aussi sur très longue période. Sur 2 ans, donc on atteint, sur 3 ans, on est à 18% de surperformance par rapport au large cap. Mais sur 5 ans, on est à plus de 12% aussi de surperformance. Il y a 2 raisons à ça. C'est tout d'abord la composition des indices small cap par rapport aux indices large cap, un univers qui est plus cyclique, plus un univers de croissance. Et le deuxième point, c'est aussi la corrélation des small cap européennes avec les pays émergents, qui a un niveau de corrélation qui est de l'ordre de pratiquement 80%. Donc ça, c'était le premier point sur la surperformance. Pour revenir à votre question sur la valorisation, chaque SIM dans l'équipe Small Cap Europe et plus généralement dans l'équipe Europe, Equity Europe, ouais. La valorisation, c'est au centre, bien sûr, de notre process d'investissement et c'est vraiment une des premières étapes que l'on regarde, puisque tout titre qui est susceptible de rentrer dans notre portefeuille doit laisser un potentiel d'appréciation relativement suffisant pour pouvoir être rentré dans le portefeuille. Donc on a des estimations qui sont rentrées que nous faisons nous-mêmes, après les avoir validées lors de rencontres avec les managements, puisque aussi ça c'est une étape primordiale de notre process d'investissement. D'accord. Monsieur Ogilvy, chez vous, ça se passe comment? Peut-être tout d'abord un commentaire sur la performance relative, et d'ailleurs l'évaluation relative, c'est quelque chose sur lequel nous sommes très très méfiants. Je pense que la surperformance, soi-disant, des small caps, d'abord il faut regarder sur quelle période, ça dépend beaucoup du point de départ. Et ça s'explique pour moi en grande partie par l'absence de financière, ou relative absence de financière dans notre univers. En ce qui concerne la valorisation relative, ce n'est pas du tout quelque chose que nous regardons. J'aime bien dire qu'au début 2009, si on regardait à l'intérieur d'un secteur les multiples en relatif des différentes sociétés, on n'achetait rien, alors que c'était le moment d'acheter. Donc la valorisation relative, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, la valorisation pour nous, c'est vraiment au cœur de notre processus. On ne cherche pas dans notre fonds à recréer la classe d'actifs small caps. Pour nous, la classe d'actifs small caps, c'est un univers où on peut trouver des sociétés qui créent beaucoup de valeur, qui sont très rentables sur des marchés de niche qu'on peut comprendre. Donc on peut comprendre quelle va être l'évolution de cette rentabilité, une croissance rentable idéalement, et on croise ça avec une approche très stricte sur la valorisation. Donc nous faisons les chiffres toujours nous-mêmes. On regarde, on est très méfiant aussi par rapport aux chiffres des analystes sell-side et du consensus. Donc vraiment la moitié de notre temps est passé sur la valorisation. Faire des chiffres, faire un modèle avec nos prévisions et puis établir une valorisation qui doit refléter la valeur réelle de la société et pas du tout la valeur relative. Et ça nous permet de faire des choix qui sont parfois osés mais qui sont toujours des convictions en dehors des considérations de où on est par rapport aux large caps ou où on est par rapport aux autres titres du secteur. D'accord, donc vous développez vos modèles de valorisation sur chaque titre et puis ensuite vous travaillez à partir de vos propres estimations, c'est ça.
Monsieur Rondet? Oui, donc chez HSBC, c'est vrai que, comme mes collègues, donc la valorisation est importante, mais pour nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est la rencontre avec le management. C'est quelque chose que l'on met en évidence, qu'on met bien en avant. Et ensuite vient le choix, le tri, qui vient ensuite le tri par les valorisations. Donc en fait, chez nous, c'est d'abord la rencontre avec la société, puis les valorisations. Peut-être on reviendra sur la façon dont on approche le marché. Chez HSBC, on approche, chez les small caps, on approche les valeurs par thème. On choisit des thèmes, et ensuite on va chercher les sociétés qui vont dans ce thème-là, on les rencontre, et ensuite on regarde les valorisations, et ensuite on investit. C'est plutôt dans ce sens-là. D'accord, donc un marché pas forcément en surchauffe selon vous. Où est-ce que sont les opportunités aujourd'hui? Où est-ce que vous voyez les titres les plus intéressants? Dans quel secteur, Monsieur Ogilvy? Alors moi, je trouve que le marché dans son ensemble des small caps n'est pas trop cher aujourd'hui. C'est à peu près correctement valorisé si on regarde le multiple de PE sur longue période. Ce que je trouve peut-être un peu inquiétant pour l'univers dans son ensemble, c'est le niveau des attentes du consensus en termes de bénéfices pour 2011. Parce que si on agrège pour toutes les sociétés, on n'est pas si loin en fait du niveau de 2007, ce qui me paraît personnellement un petit peu agressif. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'hétérogénéité, à la fois des multiples et des estimations des uns et des autres pour différentes sociétés. Il y a beaucoup de sociétés où le marché attend des bénéfices supérieurs à 2007. C'est sans doute vrai pour certaines sociétés, mais pas pour d'autres, à mon avis. Donc il y a en conclusion des sociétés qui sont beaucoup trop chères et des sociétés qui sont franchement décotées. Et ça, c'est un marché pour une approche de sélection de valeur qui est vraiment idéale. À l'inverse, en 2005-2006, on avait une homogénéité des multiples et des attentes qui faisait que c'était très difficile de chercher de la performance sans simplement prendre du risque général sur la classe d'actifs. Donc aujourd'hui, moi j'ai une approche un petit peu différente par rapport au thème. Donc je trouve qu'il y a des thèmes, il y a des poches de surévaluation qui viennent d'une approche thématique, souvent. Notamment, enfin, on peut citer quelques exemples. Bien sûr. De secteur plutôt que de société. Mais si vous avez des sociétés aussi que vous aimez bien particulièrement, allez-y. Oui, je vais y venir. Mais par exemple, les énergies renouvelables, je peux citer aussi les maisons de retraite. Pour revenir sur les émergents, je trouve que l'année dernière, effectivement, tout le monde voyait qu'il n'y avait pas de croissance en Europe. Ça, c'est pas sorcier. On voyait qu'il y avait une croissance en Chine. Donc on cherchait une exposition au marché qui avait un peu de croissance. C'est magnifique si on imagine que tous les Chinois s'achètent une grille-pain. L'impact que ça peut avoir sur un titre comme SEB, j'ai rien contre SEB, c'est une excellente société. Mais ça peut entraîner, j'ai rien non plus contre les personnes âgées ou contre les énergies renouvelables. Je trouve ça formidable si on trouve quelque chose pour remplacer le pétrole. Simplement, ce sont des thématiques qui sont très facilement comprises par le marché dans son ensemble, et ça peut amener les investisseurs à avoir il y a une part de rêve là-dedans. À surjouer ces titres. Et du coup, souvent, je ne dis pas toujours, hein, mais souvent ça peut amener des multiples à être un petit peu excessif. Donc en revanche, il y a des secteurs que je trouve pas chers, c'est pas forcément des thèmes spécialement ça invoque pas le rêve, mais le travail temporaire, par exemple, en ce moment. Oui. Nous, on a deux sociétés, Amadeus Fire, Groupe Crit en France. Je trouve que les multiples ne reflètent pas du tout la reprise qu'on attend. Un autre secteur, ça pourrait être les SS2I, une société comme Devoteam en France ou une Ordina aux Pays-Bas, qui est un petit peu comme Sopra. Et puis, moi, le segment qui est toujours présent dans les small caps et qui est vraiment le segment que nous cherchons toujours, c'est pas un secteur, c'est le segment des valeurs qui sont pas connues par le marché, qui sont pas suivies par les analystes parce qu'il y a des titres où c'est pas rentable pour une société de courtage de mettre les moyens derrière, mais ça crée justement des inefficiences très importantes.
Il y a une société qu'on a en portefeuille depuis plusieurs années qui s'appelle Sto. C'est dans les matériaux de construction en Allemagne. C'est suivi par personne. C'est pour